Hop là. Salut la team, j'espère que ça va. Vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se fait une vidéo. Je vais répondre aux questions qui me sont le plus fréquemment posées. Je veux vraiment qu'on dresse un portrait global de ce qui touche à la location courte durée. Vous le savez, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, moi je parle d'immobilier 2.0. C'est-à-dire que moi j'ai pris le parti de faire exclusivement de la location courte durée, en faire mon activité. Je ne veux pas dire en faire ma vie, mais en tout cas consacrer tout mon temps, toute mon énergie à ce mode d'exploitation particulier. Donc c'est vrai que j'ai une vision différente. J'ai des conseils, je vais accompagner les gens sur des projets et je vais avoir une vision, c'est vrai, différente, plus professionnelle, je dirais. Pas dire meilleure que les autres, mais quand j'ai démarré moi l'aventure sur Internet, quand j'ai pris la décision d'accompagner des gens, de créer une communauté, il a fallu que je me forme aussi parce que j'avais envie de regarder ce qui se faisait, que ce soit en contenu gratuit et même en contenu payant. J'ai payé des formations, etc. pour voir quels étaient les conseils qui étaient donnés par certaines personnes. C'est pas pour critiquer, mais je me suis pas forcément retrouvé dans certains conseils. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui vont me former, ils font de l'immobilier au sens large et ils font un peu de courte durée. Moi, c'est différent. Mon expertise, elle est clairement axée sur ce que j'appelle l'IMO 2.0, en tout cas la location courte durée. Et je pense que c'est pertinent qu'on puisse dresser ensemble justement des questions qui sont, tu vas le voir, j'ai pris des notes, qui sont super importantes, des thématiques qui sont super importantes. Et ça te sera utile si tu hésites à franchir le cap. Peut-être que tu n'as pas encore investi en location courte durée. Mais même si tu es déjà investisseur en location courte durée, je pense que ça sera très très pertinent pour toi d'écouter ces conseils. Donc bon, j'ai pris des notes là. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je veux vraiment qu'on dresse un portrait global ensemble. Je t'ai listé du coup, comme je te disais, des questions. La première, on direct dans le vif du sujet, comment être sûr d'être rempli toute l'année? Ça, c'est une question que je reçois tout le temps sur Instagram notamment. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, n'hésite pas à venir. C'est une approche différente de YouTube. Je dirais, tu peux venir en DM, tu peux me poser tes questions, on peut échanger et là-bas, je poste quotidiennement des stories. Effectivement, ce sujet-là, c'est Camille, bon, je vois tes logements, je vois les logements de tes clients, j'ai encore des doutes, j'ai peur d'investir de l'argent dans l'aménagement, dans les travaux pour faire des logements comme vous faites vous, parce que j'ai bien compris, je te parle, c'est ce que les clients me disent, hein, j'ai bien compris que pour que les gens viennent en location courte durée dans mon logement, il faut qu'il y ait une expérience, etc. Mais j'ai peur du coup que une fois que j'ai fini les travaux, ça ne fonctionne pas. Bon, question légitime, j'ai envie de dire. Pour ça, là, je vais enregistrer directement mon écran, on va basculer sur mon ordi. Donc, je vais te montrer un process qu'on utilise. Tout ça, c'est des documents que je laisse bien évidemment accessibles dans notre communauté, dans l'académie. Premièrement, moi, je pars du postulat que toujours à moins d'une heure de chez toi, peu importe où tu habites en France, là, on va se concentrer sur la France, tu as une zone dans laquelle c'est intéressant d'investir en location courte durée. Là, en fait, tu vas pouvoir utiliser tout simplement ChatGPT avec un prompt. J'habite à, tu mets le nom de ta ville. Je souhaiterais que tu me fasses une liste de 15 à 20 villes où tu vas me recenser, voilà, qui présentent un attrait touristique, économique, etc. Ça va tout simplement, on va le voir après sur ChatGPT, je vais te sortir un exemple. Ça va te permettre d'avoir une liste de villes, tout simplement. Étape 2, tu vas filtrer. Celles qui sont trop petites ou pas d'attrait particulier, celles qui ont une réglementation restrictive, notamment en location courte durée. Ne t'en fais pas, on va en parler après de la réglementation, parce que ça, c'est un sujet. Étape 3, tu vas aller sur Airbnb, tu vas voir. Donc, dans les villes en question, combien d'annonces premium sont présentes? Bon, je vais faire une petite parenthèse rapide, mais nous, sur la chaîne, tu le sais, immobilier 2.0, etc., je vais te faire afficher des logements clients. Quand je te dis tout à l'heure que moi, je me suis professionnalisé là-dedans, c'est qu'effectivement, j'ai creusé. Et aujourd'hui, je suis en mesure de réaliser un projet. Je sais qu'il fonctionne. Et effectivement, ces projets-là dont je te parle, c'est des projets premium, c'est des projets où il y a une expérience, c'est des projets où il y a des équipements, il y a un aménagement qui est conçu pour cette activité-là. C'est pour ça que tout à l'heure en introduction, je t'ai dit que voilà, moi, je suis focus là-dessus. Donc, tous les conseils que je vais te donner, ça part du postulat où tu pars sur quelque chose de premium. Enfin, tu fais les choses sérieusement, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que là, dans la vérification, quand on va utiliser Airbnb, notamment pour nos études de marché, on va se baser que sur des créneaux premium, sur des annonces qui ont des propriétaires qui ont bien fait les choses. Donc, on va utiliser les filtres jacuzzi, piscine, notamment. On va utiliser les filtres également de prix à la nuitée. On va voir est-ce qu'il y a une demande pour du premium, notamment 150, 200 € la nuit minimum, tu vois. Et on va regarder le nombre de commentaires avec des annonces. Nombre de commentaires, pardon, sur les annonces. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un commentaire ça dépend en fonction du process que tu as mis en place, mais en moyenne, on va dire 3-4 réservations.
Donc ça veut dire qu'un logement qui a 100, 150, 200 commentaires, c'est un logement qui a accueilli énormément de clients. Donc si, en gros, c'est le but de cette première étape, peu d'offres premium avec beaucoup d'avis, imaginons que tu as une ville de, je sais pas, de 10, 15 000 habitants, tu vois qu'il y a peut-être 2 annonces premium qui se démarquent avec jacuzzi, quelque chose qui a été bien fait, et que tu vois que sur ces annonces-là, il y a 100, 150, 200 commentaires, c'est super, super intéressant. Par contre, maintenant, si tu vois qu'il y a énormément d'offres premium, peu d'avis, 10, 15, 20 avis, ça peut signifier effectivement qu'il y a une potentielle saturation. Donc déjà, ça te permet d'avoir un premier feedback. Là, l'étape 4, normalement, je vais transmettre au prestataire parce qu'effectivement, on a un prestataire. Tu peux utiliser des plateformes comme par exemple AirDNA, mais AirDNA, ils vont te sortir des chiffres qui ne sont pas forcément à l'instant T. Nous, on a un prestataire tout simplement avec qui on bosse, avec qui on travaille au forfait. Tu vas lui envoyer les 10 villes que tu souhaites analyser et il va pouvoir te sortir énormément de données, nombre de commentaires, taux d'occupation moyen, chiffre d'affaires estimé, etc. Donc ça, c'est un process que tu peux utiliser. Et comme je te disais tout à l'heure, là, par exemple, je l'ai mis dans un exemple, il m'a sorti des villes, tout simplement. Fontainebleau, par exemple. Concurrence moyenne élevée, taxe, saisonnalité, mars-octobre, c'est intéressant. Donc là, il me met un petit peu les différents points d'intérêt. Nature, week-end couple, le tourisme, forcément parce qu'il y a la forêt de Fontainebleau, Provins, Melun, Roissy en France, donc là j'ai Charles de Gaulle, très intéressant, Villepinte, pareil, je suis à proximité de Charles de Gaulle, Orly, très intéressant, ça c'est des centres d'intérêt, tu t'en doutes que bon, là il y a une demande qui est constante, donc ça c'est très intéressant. Les aéroports, c'est vrai que c'est très intéressant et en plus c'est une clientèle qui est assez premium. Donc là il nous met des notes, bon, on ne sait pas trop sur quoi il se base, A, B+, etc. Rungis, Crécy-la-Chapelle. Bon, l'idée c'est pas de te faire une vidéo sur comment on fait une étude de marché, mais tu vois, comment être sûr d'être rempli toute l'année. C'est un très bon moyen de pouvoir justement avoir plus de certitude. Et il faut bien comprendre, ça c'est ma philosophie, c'est ce que j'essaye de partager. Je leur disais encore avant-hier dans un live qu'on faisait ensemble. Moi, plus il y a de la demande, plus ça va m'intéresser. Pourquoi ? Parce que je suis conscient de la valeur que je vais apporter. Je te prends un parallèle à première vue qui peut n'avoir rien à voir. Si je te prends l'exemple de ce que je suis en train de faire là, sur mon business de formation, d'accompagnement, etc. Moi, quand j'ai démarré, on m'a dit « Mais Camille, tu sais, la niche de l'immobilier, etc., c'est quelque chose de saturé. » Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je suis conscient déjà de la proposition de valeur que j'apporte. Okay, moi, dans ma tête, je savais très bien, je ne veux pas proposer une formation, j'ai un prix qui est fixé, je veux proposer déjà quelque chose qui soit accessible, mais quelque chose qui apporte énormément de valeur. Donc, à partir de là, quand je suis conscient de ça, je veux aller là où il y a de la demande parce que je vais avoir les gens au téléphone, je vais leur dire « Voilà moi ce que je propose. Je suis conscient de la valeur sur ce marché-là. Moi, je sais que mon produit, il est top. Donc, je vais aller dans un marché où il y a de la demande. » Et c'est pareil pour la location courte durée. Je vais choisir des emplacements, bien évidemment, à mettre en corrélation avec ton budget. Okay, si tu as 150 000, 200 000, ce n'est pas pareil que si tu as 400 000, 500 000, à mettre en corrélation avec ton budget. Mais à partir du moment où tu es formé, tu sais comment on fait pour apporter de la valeur dans l'aménagement, dans les équipements, dans le suivi, dans les upsells, dans la gestion des sinistres, dans toutes ces choses-là. Donc, tu es professionnel. Moi, je te dis, va là où il y a de la demande. Et parce que tu sais que tu vas faire mieux, tout simplement. Il y a une opportunité de marché qui est tellement gigantesque. Il suffit juste de te balader sur Airbnb et de voir les shootings photos des gens. Les gens, moi, ça me rend dingue, mais ils vont investir 150 000, 200 000, ils prennent des photos à l'iPhone. Tu vois, c'est incroyable. Donc, comment être sûr d'être rempli toute l'année ? Déjà, forme-toi, comprends les rouages de ce business model-là et va dans une zone où il y a de la demande. Maintenant, deuxième sujet, comment gérer la réglementation Airbnb ? On sait qu'on est en France, on sait que la France, au-delà de la fiscalité, bon, il y a des réglementations pour tout. Il y a des réglementations pour tout et dès qu'il y a un secteur qui génère de l'argent, forcément, ils veulent le contrôler et pouvoir générer de l'argent avec les taxes de séjour, avec tout ça. Les réglementations, là, je t'ai listé 5 possibilités. Je t'avais fait une vidéo approfondie, mais sur ce sujet-là, une masterclass, je m'en rappelle, je ne sais plus exactement c'était quoi le titre, mais en tout cas, là, je vais te lister les différentes possibilités que tu as pour pouvoir gérer justement ces réglementations restrictif par rapport à la courte durée. Premièrement, tu m'excuses, hein, je regarde là, mais parce que j'ai pas tout en tête. Premièrement, c'est d'aller forcément dans une ville qui réglemente pas. Donc là, c'est des secteurs qui sont généralement un peu plus reculés. Il n'y a aucune procédure, pas de changement d'usage. Il va juste falloir que tu t'enregistres auprès du service des impôts et tu peux louer. Il n'y a pas entre guillemets de contre-indication et c'est vrai que souvent, ça va pas être des emplacements numéro 1. Tu vois, ça va pas être, je prends l'exemple de Paris, Nice, Lyon, etc. Ça ne va pas être ces emplacements-là parce que ces villes-là, il y a tellement de propriétaires qui mettent en location courte durée que forcément, il y a des restrictions. Deuxième possibilité maintenant, ça va être d'aller dans une ville qui va te demander un changement d'usage. Okay, le changement d'usage, il va être accordé à toi
titre personne physique ou morale, c'est-à-dire que demain, donc c'est pas attribué à ton logement, si demain tu revends ton logement, la personne va devoir redéposer un changement d'usage s'il veut faire de la location courte durée, et ce changement d'usage, il est accordé à titre temporaire. Donc ça dépend des villes. Des fois, c'est 1 an. Si je te prends l'exemple de mon appartement à Disney, ils ont mis une procédure de changement d'usage, là, ça fait 2 ans, qui est pour une durée de 1 an, renouvelable. Voilà. Et on ne sait pas pendant combien de temps ça va être renouvelé. Il y a des villes, c'est 2 ans, il y a des villes, c'est 3 ans. À toi maintenant, en fonction de ton projet, de ta vision des choses, d'adapter, tu vois, le choix de la ville dans laquelle tu vas aller, tout simplement. Donc ça, c'était pour la deuxième possibilité. La troisième possibilité, pardon, ça va être l'achat de commercialité. Donc là, tu vas aller dans des villes potentiellement qui vont te demander un changement d'usage, mais qui vont te demander une compensation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ils estiment que quand tu mets ton appartement ou ta maison en location courte durée, ça devient une activité commerciale. Ils considèrent cette activité de location courte durée comme une activité commerciale, donc que tu n'es pas censé le réaliser dans un appartement ou une maison d'habitation, donc ils vont te demander d'acheter de la commercialité. Cette commercialité-là, tu peux l'avoir de 2 façons, soit en transformant un local commercial en habitation, tu vas récupérer des titres de commercialité très contraignants, c'est pour ça que je passe assez vite, soit tu vas acheter de la commercialité auprès d'un tiers qui en possède déjà. Okay, donc là, il y a des sociétés qui existent. Moi, j'accompagne un client sur Nice qui a acheté cette commercialité-là, je crois pour le prix de, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 1 200 € le mètre carré, donc c'est quand même assez élevé, mais c'est possible. Une fois que tu as acheté cette commercialité-là, tu peux exploiter ton logement à vie. Je passe assez rapidement parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez technique et qui est utilisé dans certains cas de figure. Quatrième possibilité, tu vas acheter un local qui est déjà commercial. Okay, donc là, il va falloir soit que tu bascules. Ce qu'il faut savoir en termes d'urbanisme en France, je vais te le faire dans les grandes lignes, tu as des destinations, okay, et tu as des sous-destinations. Quand tu vas acheter un local commercial, donc il est dans la destination commerce et activité de service, maintenant il y a des sous-destinations qui sont différentes. Tu as hôtel, tu as restaurant, tu as plein de types de locaux commerciaux différents. Il faut que tu t'assures que la sous-destination soit la bonne et que tu puisses exploiter en location courte durée dans ce local commercial. Si c'est le cas, tu vas pouvoir exploiter à vie. L'avantage des locaux commerciaux, c'est que souvent, c'est des prix au mètre carré qui sont plus bas et tu as généralement des hauteurs sous plafond. Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais très souvent, tu as des hauteurs sous plafond qui sont plus hautes. Tu as des entrées séparatives, donc ça, c'est sympa pour tes voyageurs qui vont arriver. Maintenant, en termes de financement, quand tu vas financer, si tu passes par un crédit notamment, ça va être des conditions qui vont être différentes pour du commercial. Souvent, un pourcentage d'apport un peu plus élevé, des durées d'emprunt un peu moins longues et ça va être un peu plus compliqué si tu n'as jamais investi de faire ta première opération dans un local commercial. Et la cinquième possibilité maintenant, changement de destination. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon projet Grange. J'ai un bien que j'achète à destination, par exemple, d'habitation. Moi, en l'occurrence, c'était la destination agricole. Et je vais changer la destination pour passer en commerce et activité de service dans la bonne sous-destination. Quand j'ai cette autorisation-là, pareil, je peux louer à vie. Et moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça sur mon opération de Grange, c'est que j'ai fait un aménagement, encore une fois, qui est dédié à cette activité-là. Je vois vraiment ce logement-là comme un business. Et si demain je le revends, je veux pouvoir revendre les chiffres, je veux pouvoir revendre les équipes que j'ai mis sur place, les process, etc. Donc pour ça, pour pouvoir avoir cette vision un petit peu franchise, il faut qu'en termes d'urbanisme, ça suive. Donc le changement de destination, dans ce cas de figure, il peut être très très pertinent. Pour conclure ça, c'est vraiment comment gérer la réglementation. C'est vraiment en fonction de la vision de ton projet. Tu vois, si toi, ce que tu veux, c'est j'achète un bien, je prends un différé de 2 ans, je fais un max de cash flow, je revends, je garde mon argent, je garde tout l'argent que j'ai mis de côté et je vais faire autre chose, je pars à Bali ou je ne sais où, tu vois, c'est une philosophie spécifique. Donc, tu vas aller donc, la réglementation, elle doit suivre un petit peu ton projet, ta philosophie, ta vision, tes objectifs. C'est vraiment ça. La première étape, c'est de savoir un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Là, je t'en ai listé 5. Quelles sont les différentes possibilités? Quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que moi, je vais faire avec la location courte durée? Et d'adapter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Troisième question maintenant. Camille, la location courte durée, ça a l'air cool, mais quand tu as 20 à 25 passages dans le mois, je me doute qu'il doit y avoir des voyageurs qui ne viennent pas pour les bonnes raisons, qui sont malveillants, qui vont potentiellement abîmer mon logement. Comment je fais? Très bonne question. Encore une fois, sujet très intéressant. Et encore une fois, tu vois, là, je vais t'apporter un point de vue. En fait, je peux avoir ce point de vue-là que parce que j'ai fait vraiment les choses de manière professionnelle. Et des erreurs, crois-moi, j'en ai fait beaucoup. Le premier conseil que je peux te donner dans cette catégorie, c'est de te positionner sur un créneau premium. On peut dire ce qu'on veut. Quand c'est bien fait, quand tu as fait un bon logement,
Ça va se ressentir dans tes photos, ça va se ressentir dans les équipements, ça va se ressentir forcément dans le prix à la nuit. Et quand tu loues 150, 200 euros la nuit, tu attires pas la même clientèle que quand tu loues 40 euros la nuit. Je sais que c'est peut-être dur à entendre, mais c'est j'allais dire triste réalité. Je sais pas, en tout cas, c'est la réalité. Quand tu payes plus, quand tu loues plus cher, tu vas avoir une clientèle qui est différente. Ça, c'est la réalité. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment d'être assuré pour ce type d'activité. Tu as des assurances, par exemple, comme Kenny, qui est spécialisée dans la location courte durée. Et ça te permettra de te couvrir si demain tu as un incident, au-delà de ce qu'on va voir après, ça te permettra d'avoir une couverture supplémentaire pour assurer tout simplement ton logement. Troisième chose à mettre en place, c'est le dépôt de garantie. Et le dépôt de garantie, il va être, encore une fois, pour moi, uniquement viable si tu te places sur un créneau premium. Quand tu traites avec des clients qui ont l'habitude de payer 200, 250, 300 euros la nuit, c'est une clientèle qui a l'habitude de voyager dans des hôtels, donc le dépôt de garantie, il n'y a aucun problème. Tu vas leur expliquer que toi, déjà, tu laisses notamment des consommables sucrés salés, un mini-bar, etc. dans le logement. Donc, le dépôt de garantie, ça te permet de pouvoir les facturer sans avoir besoin d'être là et de leur demander de l'argent. On va voir ce qu'ils ont consommé sur place et on le déduit du dépôt de garantie. Et ça permet, tu leur expliques, de pouvoir filtrer aussi les voyageurs malveillants, les voyageurs qui viennent pour les mauvaises raisons. Et c'est pour ça, c'est notamment ce dépôt de garantie qui te permet de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Et ça, tu vois, ils vont très bien le comprendre. Si demain, tu as un logement pareil à 50 euros la nuit, tes clients vont te dire, mais attends, moi je vais aller réserver chez ton voisin qui loue pareil 50 euros la nuit, il ne demande pas de dépôt de garantie. Tu vois. Donc le dépôt de garantie, ça te permet tous les petits dommages, les petits trucs qui sont causés, tu vois, je sais pas, un sommier qui est cassé, une lampe, une petite trace sur le mur, etc. Ça te permet de pouvoir facturer ça directement sur ce dépôt de garantie. Et même psychologiquement, les gens, ils savent quand ils ont déposé une caution, tu vois, ils font plus attention. Donc c'est un levier, c'est un outil qui est super intéressant pour pouvoir te protéger. Autre point, forcément, ça va être tout ce qui est assurance, notamment Airbnb. Tu dois le savoir si tu fais déjà de la LCD, pardon, il y a des assurances, notamment sur Airbnb. Donc Airbnb, moi j'ai déjà eu des indemnisations à plus de 10 000 euros, tu vois. Et bon, encore, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je te l'ai dit, on fait les choses de manière professionnelle. Donc, bien évidemment qu'on apprend à ouvrir un dossier de sinistre de façon professionnelle pour être payé en temps et en heure et surtout être bien payé. Moi, si je déclare 10 000, bon, tu te doutes, je te le dis là, parce qu'on est entre nous, moi, ça va pas me coûter 10 000 euros. Tu vois. Donc, le but, c'est que même quand j'ai un litige, que je ne perds pas d'argent et même que j'en gagne. Tu vois. Donc, sur Airbnb, tu as cette possibilité-là. Booking, c'est différent. Moi, Booking, je suis responsable qu'à hauteur du dépôt de garantie. C'est pour ça que je demande toujours un dépôt de garantie plus élevé sur Booking que sur Airbnb. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Autre point que je t'ai noté, échanger avec tes clients. Parce que quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Donc, tu demandes les raisons de leur séjour, etc. Et tu vas vite voir, notamment avec l'expérience. Bon, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc, je sais très bien le nombre de voyageurs aussi que tu vas choisir dans ton logement. Si tu fais du 2 voyageurs, si tu es en copro d'ailleurs, ça peut être très pertinent parce que tu auras beaucoup moins de nuisances. Les couples, c'est des profils de clients qui sont beaucoup moins susceptibles de causer des nuisances. Par contre, quand tu vas aller sur du 4, 6, 8, 10 voyageurs en copropriété, là, il va falloir faire très attention, isolation phonique, etc. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal et je t'ai mis un dernier petit point, capteur de bruit. Effectivement, ça te permet d'être informé en temps réel des nuisances sonores dans ton logement. Ça peut être très intéressant. Quatrième point maintenant, comment tout automatiser. Pareil, parce je sais que c'est une croyance un petit peu collective que les gens ont, c'est que la location courte durée, oui, c'est plus rentable, mais oui, ça va prendre plus de temps. Je t'ai fait une vidéo complète, je te mettrai dans la description. Je t'ai fait une vidéo complète, elle est sortie la semaine dernière sur ce sujet-là, comment on automatise tout. Encore une fois, je reviens aux bases, mais quand tu te places sur du premium, c'est vraiment différent parce qu'à la fin du mois, tu auras de la marge. Tu auras 2 000 à 3 000 euros de bénéfices sur ton logement et tu auras toute la flexibilité pour pouvoir déléguer à des prestataires de qualité. Je pense notamment aux prestataires de ménage qui vont gérer ton ménage, ton linge, tes états des lieux. Ça va vraiment être ton bras droit dans ce business-là. Et si tu vas avoir des gens fiables, il n'y a pas de secret, hein. C'est comme les artisans, c'est comme tout le monde. Les gens qui bossent bien, déjà, ils sont déjà bookés, logiquement, et ils vont pas être sous-payés. Ils vont pas accepter d'être sous-payés. Donc, il faut bien les payer. Moi, je paye entre 45 et 55 euros par passage mes équipes de ménage. Ça se passe extrêmement bien et ça me permet déjà de pouvoir déléguer 80% de l'activité. Ensuite, bon, tout ce qui est automatisé, check-in, check-out avec des serveurs connectés, etc., tout ça, je pense que on l'a traité dans l'autre vidéo. Donc, encore une fois, si tu veux vraiment rentrer en détail dans l'automatisation, délégation,
Je te mettrai le lien de la vidéo directement dans la description. Tu m'excuses, je bois un peu d'eau parce que je parle beaucoup. Il faut que je m'hydrate. Sujet suivant. Quels sont les meilleurs équipements? Camille, c'est quoi les trucs les plus rentables? C'est quoi les équipements les plus rentables pour qu'on gagne un maximum d'argent? Question pertinente. Je vais prendre mes notes, même si j'ai des choses en tête. Première chose, je t'ai mis entre parenthèses, mais faire des plans. Si tu as un projet, fais-le sérieusement. Bon, je ne vais pas te répéter la chanson, mais fais des plans 3D, fais des plans techniques, fais-toi assister. Je te garantis, notre métier en tant qu'investisseur, c'est pas de faire des plans, encore une fois, c'est pas de faire des plans 3D. Donc, tout ça, budgétise-le dans ton projet et fais-toi assister. Deuxième chose, l'équipement qui, de loin, va te permettre de te différencier énormément, c'est le bassin. Quand je dis bassin, moi, dans ma tête, c'est un petit bassin en dur. Je vais te faire afficher des photos de ce que j'entends par bassin. Je suis désolé, je perds mes mots. Un petit bassin en dur, petite taille, tu peux le mettre en intérieur ou en extérieur, avec des jets de massage, avec un blower. Ça, clairement, amuse-toi sur Airbnb. Tout à l'heure, je t'ai montré le process, mais va sur Airbnb, mets le filtre piscine jacuzzi, puisque l'avantage du bassin, c'est que tu peux apparaître dans les deux, parce qu'il pourra faire les deux. Il est chauffé, il y a des jets. Amuse-toi et regarde les annonces. Un petit logement type maison de ville avec bassin, il y en a très peu et tu cartonneras. Pourquoi je te dis ça? C'est que moi, je l'ai enlevé le bassin dans mon premier projet là actuellement et j'ai vu le avant-après en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est clairement l'équipement qui fait toute la différence. Qui, clairement, fait toute la différence. Ensuite, je t'ai mis rétroprojecteur parce que c'est intéressant et ça coûte pas cher. Un écran de projection motorisé ou non et un rétro avec un système Sonos, ça va te coûter en tout et pour tout 1 000 €. Si t'es malin, tu achètes sur le bon coin le rétro. Tu prends la bonne référence et ça, clairement, ça te permet d'avoir un effet salle cinéma. Tu peux le mettre dans le salon, tu peux le mettre dans la partie lit et clairement, c'est un vrai plus. Tout ce qui est literie professionnelle, encore une fois, nous, on veut apporter un standing hôtelier dans nos logements. Tu vois, on ne veut pas juste faire du Airbnb. Je vais t'afficher des photos d'un espace nuit qui a été bien fait. Tu vois, un shooting qui a été bien réalisé avec des draps repassés, etc. Tu vois tout de suite la différence. Tu vois tout de suite la différence avec un logement qui n'a pas fait ça de manière professionnelle. Et pour moi, ça, c'est un vrai plus. Ensuite, il y a tout ce qui va être balnéo, cabine de douche. Je t'ai mis ambiance lumineuse. Effectivement, tout ça, c'est important. L'ambiance lumineuse, tu vois, mettre des LED, avoir des ambiances tamisées. Pareil, tu pourras le faire ressortir dans ton shooting photo. Ça sera très pertinent. Et si tu es malin, ça ne va pas te coûter non plus très cher. Donc ça, c'est très pertinent. Et ensuite, je t'ai mis le mini-bar. Effectivement, parce que là, c'est un équipement qui est carrément rentable puisque c'est un équipement qui va te faire gagner de l'argent. Donc, mini-bar, coin des gourmands. Pareil, je te fais afficher des photos. C'est des consommables, sucrés-salés, des boissons que tu vas laisser en libre service. Tu vas demander un dépôt de garantie. Tes équipes de ménage vont t'envoyer un rapport pour te dire ce qui a été consommé. Et toi, tu gagnes de l'argent tous les mois. Donc, effectivement, c'est un équipement qui est super, super intéressant. Maintenant, les erreurs à ne pas faire. Là, je t'en ai mis pas mal. Forcément, le premier, mais c'est la continuité de ce que je t'ai dit, c'est ne pas se former et de penser qu'il faut juste voir une opportunité de courte durée. Oui, c'est plus rentable. Donc, allez, je vais faire de l'Airbnb, je fais une petite déco et let's go, j'y vais. Là, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surpris parce que déjà, en termes de chiffres, ça ne va pas se passer comme prévu. Tu vas avoir des locataires, des voyageurs qui vont être forcément malveillants, comme dans tous les business models. Et toi, tu ne seras pas préparé à ce qui va arriver. Tu n'auras peut-être pas les bonnes assurances. Tu ne sauras pas monter un bon dossier de sinistre. Également, ça va être un enfer parce que je le vois. Comme tu ne seras pas parti sur quelque chose de premium, déjà, tu n'auras même pas choisi les bons équipements. Donc, tu as des choses qui vont se détériorer très, très rapidement. Tu ne pourras pas bien payer tes équipes de ménage, donc tu as des équipes de ménage qui vont te planter. Tout ça, je l'ai connu. Tout ça, je l'ai connu, donc je sais de quoi je te parle. Donc, première erreur, c'est vraiment faire ça juste parce que c'est plus rentable et ne pas comprendre en fait en profondeur ce business model-là. Et là, tu risques d'être surpris. Pour la réglementation, c'est pareil, ne pas connaître la réglementation. Investir. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué leur projet. Ils ont signé un bien, ils ont pris 50 000 € d'enveloppe travaux. Ils ne savaient même pas que dans leur copropriété, il y avait un règlement. OK, tu vois. Et donc, ils vont démarrer l'activité. Ils vont se rendre compte que le syndic va leur envoyer un recommandé et ils vont devoir arrêter leur activité, tu vois. Donc ça, c'est catastrophique. Bon, là, c'est vraiment le cas extrême dans une copropriété, mais même dans la ville, tu vois. Même dans la ville, si t'es pas conscient en fait des réglementations qu'il y a dans ta ville, c'est compliqué. Troisième point, ne pas suivre les chiffres de son logement. Ça rejoint un petit peu dans le premier point, c'est-à-dire ne pas faire les choses de manière professionnelle. Jugement Airbnb et j'ai pas de suivi des chiffres, j'ai aucune gestion de ma trésorerie.
Forcément, il y a des choses qui vont être abîmées au fur et à mesure, donc il faut que je prévoie tout ça. Tout ça, ça se prévoit. Bon, ça rentre vraiment dans le cas de figure de ne pas faire les choses de façon professionnelle, de faire les choses que pour l'argent. Et là, forcément, ça ne fonctionnera pas comme ça. Et je t'ai mis ne pas penser au confort de ces voyageurs. Pareil, faire les choses uniquement pour l'argent, ne pas penser à ton futur client. Moi, je dis souvent, quand on crée un logement, fais comme si c'était ta maman que tu allais accueillir, quelqu'un que tu aimes vraiment, tu vois. Vraiment, et le sens du détail dans tous les choix de tes matériaux. Le choix, ça va même jusqu'au choix là, je l'ai en tête, les vanity sets, parce que j'ai commandé ça hier. Tu sais, c'est des petites choses qu'on laisse comme à l'hôtel avec coton-tige, lime à ongles, coton, etc. Bah, je choisis pas n'importe quoi. Tu vois, je vais comparer les produits, les draps, les serviettes notamment, tu vois, on parle en grammes par mètre carré pour voir la qualité des serviettes, l'épaisseur des serviettes. Tout ça, c'est des détails qui, mis bout à bout, je te garantis que 80% des propriétaires en location courte durée ne font pas ça. Et c'est pour ça que tu auras un logement qui surperformera. Et au-delà de l'argent, tu auras des retours clients qui seront formidables, tu vois. Tu auras vraiment des retours clients qui seront formidables. Voilà, pense valeur pour tes clients. Bien sûr, on n'est pas bénévole, bien sûr, on est investisseur, mais pense vraiment valeur pour tes clients. Maintenant, dernier sujet. Combien ça rapporte? J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là sur ma chaîne, mais peut-être que toi, tu ne me connais pas et t'es jamais tombé sur une de mes vidéos. Si c'est ton cas, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Combien ça rapporte? Je peux traiter cette question-là sur plusieurs angles différents. Moi, je parle toujours de 15% de rentabilité nette avant impôt. Pour ça, pareil, on va aller sur mon ordinateur. Hop, calculateur de rentabilité, je te l'ai montré pas mal de fois, mais en gros, voilà, pour un appart, allez, on va mettre 200 000 euros. Un projet à 200 000, fini, ok, donc tout compris. C'est censé te rapporter, avant les impôts, 2 500 euros par mois. Donc là, c'est en ayant payé tes mensualités de crédit, équipe de ménage, eau, électricité, assurance, les abonnements, Internet, etc. Il doit te rester de 2 500 euros par mois. Ok, pourquoi je dis avant impôt? Parce que les impôts, en fonction de ton statut juridique, si tu es en nom propre, LMNP, LMP, déficit, bénéfice, SCI, SAS, enfin, tu vois, on ne peut pas savoir comment tu vas gérer ta fiscalité. Il faut te former, il faut te faire accompagner pour justement minimiser ta fiscalité. Mais en tout cas, en termes de bénéfices avant impôt, ça doit te rapporter ça, 2 500 hors vente additionnelle. Et les ventes additionnelles, je mets que c'est 500 euros par mois minimum quand tu le fais de manière professionnelle. Donc, si j'additionne les deux, ça te fait 3 000 euros. Donc, tu vois que c'est des revenus qui sont conséquents. Maintenant, comme je disais dans ma vidéo précédente, on se rend compte, parce que moi, j'accompagne des personnes, on a des personnes dans la communauté qui nous rejoignent de partout, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Déjà, on se rend compte qu'en périphérie des grandes villes, périphérie des centres d'intérêt qui sont pertinents pour l'attractivité, sur un appartement, par exemple, qui a été bien travaillé, un 40 mètres carrés, où on va accueillir 2-4 personnes, on arrive majoritairement entre 4 000 et 6 000 euros de chiffre d'affaires. Sur une maison de ville, on va mettre un espace spa, un espace jacuzzi, une maison entre 50 et 70 mètres carrés, où on va accueillir 2, 4, 6 voyageurs. On va être entre 5 000 et 8 000 euros de CA. Là, je parle de chiffre d'affaires. Ensuite, tu prends grosso modo, on a à peu près entre 50 et 60% de marge. Okay, une fois que tu as enlevé toutes les charges. Donc, tu fais tes calculs pour avoir le bénéfice. Mais vraiment, peu importe où on se situe en France, encore une fois, à périphérie des centres d'intérêt, je me rends compte qu'on fait à peu près tous les mêmes résultats. Il y a toujours des exceptions. Vincent, sur le mois dernier, là, sur le mois d'août, il a fait 9 000. Moi, quand j'avais mon bassin dans ma maison, j'ai fait des mois à plus de 10 000 parce que c'était un logement qui était franchement parfait pour cette activité-là. Mais voilà, grosso modo, combien ça rapporte, je pense que ça te permet déjà d'y voir plus clair. C'est tout pour ce sujet. Je pense qu'on a traité déjà pas mal pas mal de sujets, pas mal de points. Encore une fois, je te le dis, c'est avec mon approche à moi, une approche qui est vraiment axée sur ce que j'appelle l'IMO 2.0, mais en tout cas la location courte durée professionnelle. Donc peut-être que tu as entendu des infos ici qui vont te surprendre si tu n'étais pas abonné et que si c'est la première fois que tu me découvres. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, on a une académie, je t'en parlais tout à l'heure, une communauté où on fait des lives. Il y a 27 modules, il y a les shopping lists de mes logements, il y a tout le réseau des professionnels avec qui je bosse, experts comptables, etc. Si tu veux nous rejoindre, tu as un lien dans la description. Tu prends un appel, c'est gratuit. On fait un point sur ta situation. On te présente notre programme et on voit si ça peut matcher avec toi, avec tes objectifs. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à liker la vidéo. Les commentaires aussi, je lis tous vos commentaires bien évidemment et ça m'aide beaucoup aussi pour trouver
des sujets de vidéo et apprendre à vous connaître tout simplement plus en profondeur. C'est tout pour moi. Je vais aller manger. Là, il est quelle heure? Il est 12h11. Je vais aller manger. J'ai un petit peu faim. Je te souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.